C'est désormais l'heure du match des idées. Confrontation de points de vue ce soir entre Aurore Lalucq et Yves de Rais. On va revenir sur le feuilleton Darmanin-Pulvar et sur la stratégie potentielle qu'il y a eu derrière après l'épisode plainte contre plainte, celui de la rencontre. Une rencontre qui a priori se tiendra la semaine prochaine d'après Gérald Darmanin qui l'a dit au Sénat tout à l'heure. Mais une rencontre pourquoi faire? Quel enseignement tirer de cette séquence? On va tenter de répondre à cette question après les premiers éléments d'analyse. Ils sont signés Agathe Tourneau. En menaçant Audrey Pulvar, Gérald Darmanin s'érige une nouvelle fois en fervent défenseur des forces de l'ordre, un soutien qui illustre une volonté politique. La stratégie qui est aujourd'hui celle d'Emmanuel Macron et que porte Gérard Darmanin, qui est une triangulation à droite, eh bien, la volonté d'opposer et de capitaliser justement sur le soutien aux forces de l'ordre est quelque chose qui est assez porteur. Et même si cette judiciarisation du débat est récusée au sein même de la majorité, à quelques semaines des élections régionales et départementales, la prise de position du ministre de l'Intérieur pourrait bénéficier au président de la République. De remettre en selle Audrey Pulvar est quelque chose qui est sciemment pensé, toujours, comme je le disais, dans la perspective de 2022, parce que quel que soit le coup de main qu'il va donner à Audrey Pulvar, elle n'arrivera pas en tête au premier tour et elle n'a aucune chance de remporter la région. Toutefois, si elle pouvait solidariser à gauche cet électorat, eh bien tout ça est très favorable, non pas à la République en marche, mais à la stratégie 2022 d'Emmanuel Macron. Gérald Darmanin et Audrey Pulvar devraient se rencontrer prochainement. Pour le moment, aucune plainte n'a été déposée. Avec nous pour le match des idées ce soir, Aurore Lalucq, bienvenue. Vous êtes économiste, eurodéputée Place Publique et auteur de ce livre Reconquête au nom de l'intérêt général. Face à vous Yves de Rais, bienvenue. Vous êtes journaliste et éditorialiste politique, rédacteur en chef chez Forbes France. Je vous voyais réagir pendant le sujet. On ne peut pas imaginer qu'il ait fait ça sans qu'il y ait un sens. Je parle de Gérald Darmanin qui a envisagé cette plainte contre Audrey Pulvar. Il n'y a pas de stratégie derrière pour vous ? Ah non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de stratégie. Non, la stratégie par rapport au régional, j'y crois pas 2 secondes. Non, il y a une stratégie de Gérald Darmanin. Laquelle alors ? D'abord d'essayer de montrer, dans un premier temps, aux policiers qu'il était solidaire d'eux. Il l'a déjà montré en allant à la manifestation. Là donc, il va jusqu'à porter plainte contre Audrey Pulvar pour les défendre d'une certaine manière, puisqu'elle a critiqué la En tout cas, il va jusqu'à l'annoncer sur Twitter, parce qu'elle n'est pas déposée la plainte. Elle n'est pas déposée la plainte, et pas sûr qu'il aille au bout finalement, d'autant que sa collègue Barbara Pompili, par exemple, ce matin, semblait dire quand même que dans une démocratie, la liberté d'expression, ça existe, et que c'était pas la manière de faire de la politique, quoi. Donc, et maintenant, il y a une main tendue qui a été saisie par Audrey Pulvar, qui elle, en revanche, je pense, a besoin à un moment donné d'un peu d'oxygène, parce que dans cette campagne des régionales, ça se passe pas très bien pour elle. Elle avait déjà fait cette. Donc quoi, elle a besoin d'un peu de visibilité. Donc elle a besoin de visibilité, aussi de montrer qu'elle peut se replacer un peu au centre du jeu, parce que d'une certaine manière, là, invité par Gérald Darmanin éventuellement à une rencontre, on va beaucoup en parler. Ce sera finalement, c'est un gros coup de pub pour elle. Est-ce que c'est volontaire de la part de Gérald Darmanin, selon vous ? Non, moi je ne crois pas du tout à ça, parce que je ne vois pas très bien l'intérêt pour Gérald Darmanin de la soutenir dans cette période, d'autant que... Affaiblir les autres, affaiblir les concurrents gênants. Ça se passe en Ile-de-France. Valérie Pécresse est très loin devant. Audrey Pulvar est dans les choux, là. Ce serait juste éventuellement lui donner un peu d'oxygène, mais je vois pas trop où est le jeu là-dedans. Non, Darmanin joue un jeu un peu personnel aussi, de montrer un peu le côté petit Sarko aussi, qui est transgressif, qui prend des décisions, qui est capable d'aller là où on l'attend pas. Impulsif aussi. Voilà, un peu impulsif aussi, parce que la décision ou l'envie de porter plainte, l'annonce de la plainte était peut-être un peu aussi un coup de menton, et là, du coup, il change un peu de pied, aussi vis-à-vis de quelqu'un comme Audrey Pulvar, qui est une femme, et peut-être pas très heureux, ce genre de choses. Aurore Lalucq, comment à gauche on perçoit cette séquence un peu lunaire, il faut le dire, y compris pour nous, spectateurs. Oui, c'est plus que lunaire. Je crois que ça dépasse même le clivage gauche-droite pour le coup. C'est-à-dire que, et ça dépasse même Audrey Pulvar. C'est-à-dire que le sujet, c'est même pas Audrey. C'est le fait qu'on a effectivement un ministre qui fait une espèce de coup de menton et qui
nous dit par Twitter qu'il va porter plainte. Est-ce qu'il y a un fondement juridiquement possible à sa plainte? Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de base. A priori, non. A priori, non. Donc on voit bien déjà que c'est déjà à la base nul et non avenu et que c'est du grand n'importe quoi. Et par contre, ça pose de vrais soucis d'un point de vue démocratique. Ça pose un souci déjà parce que normalement, il est censé garantir le bon maintien des élections et il est en train de s'adresser à une candidate. C'est un premier point. Deuxième point, tout le monde a le droit de parler. Effectivement, on est en démocratie et nul ne doit être inquiété pour ses opinions, hein, d'après la Déclaration des droits de l'homme. Donc il y a un souci quand même aussi à ce niveau-là. Et puis enfin, c'est une espèce on tire le débat public vers le bas en permanence. Qu'est-ce qu'on retient sur le fond de cette séquence? Rien. Qu'il soutient les policiers, peut-être. Mais si ça s'appelle soutenir les policiers, enfin, excusez-moi, il les soutient pas bien. Il leur porte préjudice. Il le porte préjudice. Enfin, puis on soutient pas c'est pas Audrey Pulvar contre les policiers, c'est pas l'Assemblée nationale et le Parlement contre les policiers. C'est quelqu'un qui a le droit de donner son avis sur un rassemblement soutenu par l'extrême droite, etc. Et par ailleurs, est-ce qu'on peut parler tranquillement de la police aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir un débat serein qui soit pas on est pour, on est contre? Qui est contre la police dans notre société? Enfin, je veux dire, ce débat est complètement absurde. On a besoin d'une doctrine, déjà, de maintien de l'ordre, parce qu'elle a été chamboulée ces dernières années. On avait une doctrine de maintien de l'ordre qui était un maintien d'éloignement. On a armé les policiers d'une certaine façon qui fait que toute cette doctrine, elle saute. Quelle est la nouvelle doctrine? C'est ça qui nous manque. Quelles sont les formations? Comment on fait pour maintenir la paix, etc. Il y a plein de sujets qui sont en plus des sujets beaux pour notre démocratie, qui font du bien. Et là, on est sur des choses, enfin, excusez-moi, ça tient pas la route. Et d'ailleurs, même au sein de la majorité, ça crispe énormément. C'est-à-dire que tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il la joue, et là, je vous rejoins parfaitement, il la joue totalement perso. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est dans une stratégie très, très personnelle, finalement. Mais en tout cas, ça fait du mal au débat. Hein. Oui, ça fait du mal au débat, mais il ne faudrait quand même pas non plus complètement inverser la charge de la preuve, quoi. C'est pas Darmanin non plus qui a fait du mal à la police, là. Hein. C'est aussi quand même dans un moment où la police aussi manifeste parce qu'il y a eu des agressions très graves contre les policiers. Aujourd'hui, les policiers se sentent menacés. Ils pensent qu'ils ne peuvent plus faire leur travail convenablement. Et ce genre de déclaration, celle qu'a faite Audrey Pulvar au moment de cette manifestation, était pour le moins anachronique, maladroite, c'était pas le bon moment, quoi. Dire que le rassemblement était glaçant? Vous voulez ça? C'est le terme glaçant. Oui, c'est le terme glaçant. D'accord, c'est pas ce qu'elle a dit avant, je veux dire. Non, mais quand on dit que C'était pas ça veut dire quoi, glaçant? Ça veut dire qu'il y a un effet de sidération, que c'est effroyable de voir cette manifestation de solidarité aussi par rapport aux victimes policières. C'était un peu... Et puis ça venait de surcroît après d'autres déclarations d'Audrey Pulvar, d'autres un peu dérapages, son histoire de réunion non mixte qu'il fallait éventuellement tolérer, accepter, etc. C'est vieux comme les années 70. Pas très réussi non plus tout ça, et elle est en campagne. Donc bon, c'est pas non plus Gérald Darmanin qui, certes, a commis, à mon avis, une erreur politique. Il n'aurait pas dû porter plainte. On ne le fait pas, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, je le partage. En revanche, il a plutôt quand même voulu montrer son soutien à chaque fois, même en allant dans la manif. Je ne suis pas sûr que c'est dans son rôle de ministre de l'Intérieur de manifester auprès des policiers. Lui, il est là pour gouverner et éventuellement pour diriger la police. Il n'est pas là pour manifester à ses côtés. Donc tout ça est assez maladroit. Mais dans l'ordre des choses, d'ailleurs, cette manifestation, elle aurait dû se passer place Beauvau, devant place Beauvau. C'est-à-dire, si les policiers ne sont pas contents de la façon, et on peut comprendre, il n'y a aucun sujet à ce niveau-là. Mais dans ce cas-là, pourquoi devant l'Assemblée nationale? Pourquoi contre la justice? Alors que la justice doit travailler, tout ça doit travailler en bonne intelligence, etc. Qu'il faut respecter par ailleurs la séparation des pouvoirs. Donc pourquoi, en fait, pourquoi tout ça? C'est ça aussi. Parce que les syndicats policiers n'ont pas voulu viser le ministre. C'est ça aussi qui était perturbant. Et après, concernant Audrey, moi je ne vois Pulvar, je ne vois strictement rien de choquant dans ses propos. Dire que quand elle voit l'extrême droite soutenir certaines positions, qu'elle les voit manifester devant l'Assemblée nationale, que le ministre s'y joint contre le ministre de la Justice, in fine, devant l'Assemblée, il y a un caractère totalement glaçant. Elle a rien dit de choquant à mon sens. Et sur la question des réunions non mixtes,
Bon, c'est vieux comme le monde, hein. C'est vieux comme les années 70 et les mouvements féministes. Et ça ne choquait absolument personne, d'autant que ce sont des réunions qui sont sur la base du volontariat, etc. Ce ne sont pas des réunions décisionnelles. Et pour être une femme, je vous assure que des fois, être entre femmes pour pouvoir parler de certains problèmes, ça fait du bien. Alors, on va s'arrêter maintenant sur un autre sujet très politique, lui aussi, c'est l'interview d'Emmanuel Macron dans le magazine Zadig, que vous avez lu, j'imagine. Un échange dans lequel le chef de l'État nous livre sa vision de la France, son rapport au pays. Avant de l'évoquer avec vous en plateau, je voudrais qu'on en parle avec le fondateur et le directeur de la publication, Éric Fotorino. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté de participer quelques minutes à ce match des idées. C'est un entretien finalement assez original que vous avez mené là. Comment vous le définissez ? C'est un voyage un peu spatio-temporel dans la France d'Emmanuel Macron, on pourrait dire ça ? Oui, c'est une longue conversation parce que le préalable, effectivement, pour ce genre d'entretien, c'est le temps. Et vous imaginez bien, un président de la République n'a pas toujours beaucoup de temps. Et donc, j'avais insisté de mon côté pour avoir 2 heures d'entretien, de conversation libre sur sa vision de la France. On lui reproche souvent d'être un peu hors sol, de ne pas avoir de rapport charnel avec notre pays. Et j'avais envie d'aller le chercher assez loin sur ses racines, mais aussi sur cette espèce de carte sensible de la France, d'un chef d'État qui dirige ce pays depuis 4 ans, qui a connu ces épisodes comme les Gilets jaunes, bien sûr la pandémie. Voilà, donc c'est un peu particulier effectivement comme entretien. Il livre une analyse un peu étonnante sur l'état du pays et sur le peuple français. Je vous lis juste un petit extrait parce que je laisserai évidemment les téléspectateurs acheter Zadig, mais je vous le cite, on revit des temps au fond très moyenâgeux, les grandes jacqueries, les grandes épidémies, les grandes peurs. C'est l'époque des grandes peurs, de phénomènes qui forgent un peuple. Je dirais même la réinvention d'une civilisation. Fin de citation. Il a parfois eu des propos d'historiens, de sociologues, non ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on entre dans une conversation, où on prend du recul, on essaie de comprendre ce pays, je l'ai mis sur cette voie en lui demandant comment pouvait-on relier ce qu'on vivait aujourd'hui à ce qu'on a pu vivre dans le passé. Et il a tout de suite balayé d'un revers de main la libération, 44-45, en disant quand tout est détruit, il y a une énergie vitale. Là, c'est pas le cas. Et effectivement, il a rattaché la période qu'on vit à la fin du Moyen-Âge, mais il ajoute un peu plus loin dans l'entretien, et au début de la Renaissance. C'est-à-dire que sa conviction, et je crois qu'il y fonde aussi une partie de son optimisme, c'est de dire, oui, les grandes jacqueries, les gilets jaunes, les grandes pandémies, on le voit avec le Covid, mais aussi les mutations technologiques qui sont très anthropologiques, qui changent au sens où elles changent la vie de tout un chacun. On le voit aujourd'hui avec le télétravail. Bien, comme la Renaissance, ça a été l'imprimerie et beaucoup d'innovations, ça a aussi été aussi l'art. Je pense qu'il voit là un parallèle sans le forcer plus qu'il ne veut dire. Mais c'est intéressant, je trouve, de revenir à cette période-là. Avec quelle impression vous ressortez de cet entretien, Éric Fotorino ? Parce que, on peut le dire, c'est quand même un entretien avec un président en exercice candidat à sa réélection. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que en fait, on devait faire cet entretien depuis longtemps, depuis le mois d'octobre. Ça a été repoussé pour différentes raisons que vous pouvez imaginer. Et donc, on arrive à un moment où, précisément, on est à 1 an de la présidentielle, on est à la veille des élections régionales ou quasiment. Donc, ça prend tout de suite une dimension qu'il n'y avait pas nécessairement dans notre conversation. Mais à partir de là, ce qui était, je trouve, assez sensible dans ce que j'ai perçu, c'était cette volonté de montrer un enracinement, que c'est pas un homme qui est seulement, bien sûr, d'Amiens ou sa grand-mère dans les Pyrénées est parisien, mais c'est quelqu'un qui a intégré beaucoup de choses de notre pays, même quelquefois violemment ou difficilement avec les épreuves que le pays a vécues. Et c'est quelqu'un qui aussi m'a paru très optimiste. Ça peut être bizarre de dire ça, mais j'ai pas senti l'abattement ou le poids du pouvoir. Non, il y a quelqu'un d'assez, je trouve, léger au sens non pas, quelqu'un qui se préoccupe pas de ce qui se passe, pas du tout, mais léger au sens se garder quelque chose de léger dans l'esprit pour avancer. Je suis assez d'accord avec vous parce qu'on sent d'ailleurs qu'il a l'impression que les Français vont rebondir et qu'ils ont cette énergie pour y arriver. On va continuer à en parler, si vous le voulez bien, avec nos invités en plateau et je reviendrai vers vous dans un instant. Aurore Lalucq, avec quelle impression vous ressortez, vous, de cet entretien ? Alors, moi, je ne ressors pas avec cette impression-là, en fait, j'avoue.
Si vous voulez, en lisant cette interview, je me suis demandé s'il avait compris qu'il était président de la République et que c'était pas une starlette. Voilà. Parce que les termes utilisés, et je comprends que ce soit l'exercice de cette interview, c'est je, c'est moi, c'est enfant roi, c'est mes moments de bonheur, c'est moi. Et en fait, il n'y a même pas un mot pour les Français. On sort et parle beaucoup des Français. Mais moi, je n'arrive pas à voir quel est l'hommage finalement et quelle est la perspective qu'il tire pour l'avenir dans les Français. Je ne vois pas les réformes fondamentales à mettre en place, je ne vois pas comment on sort de la crise sociale, je ne vois pas comment on sort de la crise environnementale, je ne vois pas comment on sort de la crise économique. Donc je vois bien que je choque, mais je suis désolée, moi je suis ressortie avec ça. Et par ailleurs, les termes moyenâgeux, etc., on sait qu'il aime les petites phrases qui choquent. Ce sont des phrases qui choquent, à mon sens, et qui font pas forcément du bien, qui peuvent être d'ailleurs mal interprétées, parce que la question du Moyen-Âge est souvent mal analysée dans notre pays. Et même quand il parle de la question, par exemple, des corporatismes, etc., il insiste beaucoup là-dessus. Moi, je suis députée européenne. Je suis coordinatrice de la commission fiscalité. Je dois faire face à des négociations où la France a proposé, dans un trilogue, donc commission, il y a tout le monde, une note qui a pris pour base le MEDEF, une note écrite à la base par le MEDEF, sur la transparence fiscale des grandes entreprises. Donc si vous voulez, quand j'entends parler, quand je vois la question du corporatisme arriver dans cette interview, je me dis mais il se fout vraiment du monde, excusez-moi. Donc en fait, je trouve qu'il n'arrive pas au bon moment. Cette interview, c'est-à-dire qu'à la rigueur, si on est dans quelque chose d'intimiste, etc., autant vraiment attendre la fin de la crise, autant que les grandes réformes qui devraient être mises en place soient mises en place et que ça aille mieux pour pouvoir avoir cette interview-là. Moi, je dois vous avouer qu'après la séquence, en plus, McFly et Carito, je suis assez choquée parce que, par exemple, en tant que députée européenne, j'aimerais avoir des réponses sur la fiscalité. Ça fait 2 mois qu'on leur demande. Faut voir la honte qu'on se tape au Parlement européen et dans les institutions européennes. Je vais laisser répondre Éric Fotorino et je vous donne la parole juste après Yves Deray. Oui, c'est toujours intéressant de voir comment un entretien peut être à un moment donné commenté et puis perçu. C'était Gilles qui disait on sait ce qu'on a dit, on ne sait pas tout ce qu'on a dit. Alors il y a peut-être entre les lignes des choses à percevoir que moi je n'ai pas perçu dans l'entretien. En revanche, là où je pense factuellement que vous avez tort, c'est que je crois que c'est précisément un entretien où il parle que des Français. Et donc si vous voulez, peut-être qu'il n'en parle pas bien ou pas comme vous aimeriez l'entendre, mais en tout cas, ce qu'il dit lui sur son parcours personnel, c'est de dire qu'il est fils de cheminot, que ses grands-parents habitent près d'une nationale, que ses cousins ont commencé à connaître le chômage à un moment donné avec la désindustrialisation. Il parle de la morsure de la désindustrialisation et en disant notamment que on s'est trompé, et lui, le premier, en pensant qu'on pouvait bâtir un pays sans industrie. Donc, si vous voulez, j'ai pas le sentiment qu'il ne parle pas des Français. Après, j'ai l'impression que c'est vous qui faites des formules de starlet, etc. Je vois pas du tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui se livre, mais qui est quand même en phase avec ce que doit être un président, c'est-à-dire regarder le pays, non pas au fond des yeux comme disait Giscard autrefois, mais il le regarde avec des cartes, il le regarde avec de l'histoire, il le regarde avec de la sociologie. Et ce qu'il dit sur Marseille ou sur Figeac, c'est pas un jeu, c'est vraiment quelqu'un qui a été, je pense, au contact, quelquefois brutalement. La réalité lui est arrivée brutalement dans la figure. Et c'est plus ça que j'ai senti. Mais écoutez, moi, juste pour revenir là-dessus, et après il devrait peut-être. Bien sûr, excusez-moi, c'est juste. Il la voit à travers sa famille. En fait, moi, c'est ça qui me pose un problème. C'est à travers lui au permanence. Et je ne le vois pas au service, pour le coup. Je suis désolée. Je ne le vois pas au service de l'intérêt général des Français dans cette interview. Yves Deray. Moi, je ne la vois pas du tout comme cela, cette interview, parce que j'avoue que j'ai trouvé que cet entretien était extrêmement intéressant. Il y a une dimension intellectuelle chez Emmanuel Macron qui n'a peut-être pas si souvent l'occasion de s'exprimer. Et dans cet entretien, je trouve qu'elle s'exprime. On peut imaginer qu'il a été secrétaire particulier de Paul Ricoeur et qu'il a eu des échanges un peu philosophiques et de haut niveau pendant quelques années avec Paul Ricoeur. Donc là, je ne vois pas, en fait, tant que ça, de nos anciens présidents capables de mener un entretien de cette manière-là et de porter ce regard sur la France avec cette dimension historique, sociologique, géographique qu'il a amené. Alors après, je trouve au contraire que c'est
Mais tout le contraire, c'est une interview extrêmement inclusive. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Ce qu'il dit sur les migrants africains, dans lesquels il voit l'avenir de la France. Il le dit dans l'entretien. C'est extrêmement fort. La manière dont il regarde... citer parce que j'ai noté effectivement cette phrase. Il faut dire à ces hommes et à ces femmes, vous qui êtes là par les cruautés de l'histoire, par la volonté de vos grands-parents, de vos parents ou par la vôtre propre, vous êtes une chance pour notre pays. Voilà. Quel président a dit cela aux migrants africains qui vivent en France et ceux qui sont devenus français d'ailleurs même et qu'on regarde aujourd'hui de travers et qu'on montre du doigt. Voilà, donc après, là, on est en campagne, qu'il est là aussi pour séduire. Non, mais là, bon, il est en campagne, je suis pas sûr qu'il parle à des gens qui votent énormément d'ailleurs. Quand il parle de la Seine-Saint-Denis, il n'a pas peut-être beaucoup d'électeurs en Seine-Saint-Denis, mais quand il la présente comme la future Californie en France... Ouais, il dit manque plus que la mer pour que ce soit la Californie. Plus que la mer, oui, c'est vrai qu'il essaye aussi de mettre de l'énergie là où elle doit être mise, parce qu'il ne nie pas d'ailleurs dans l'entretien les problèmes qu'il peut y avoir, les fragilités du pays, les fragilités de la région qu'il peut y avoir en Seine-Saint-Denis. Mais il y a aussi une énergie formidable, des entreprises qui se créent tous les jours, plus que n'importe où ailleurs, le Stade de France, etc. Donc, il va aussi sur des terrains où on ne l'attendait pas. Et après qu'il ait voulu montrer, à travers cet entretien, qu'il n'est pas que le président de la Startup Nation, très ancré à Paris et des réseaux parisiens et de la banque Rothschild, ça c'est bien possible. Pourquoi pas après tout? Parce qu'il y a d'autres dimensions chez ce personnage, chez Emmanuel Macron, qui apparaissent fortement dans cet entretien. Et puis enfin, sur la séquence, je crois que là, pour le coup, il y a quand même plutôt une intelligence de communication. Il a fait McFly et Carlito, il a parlé aux jeunes et il a, disons, un petit peu fait dans la légèreté ce week-end. Cette fois-ci, il va plutôt dans la profondeur et s'adresse à un autre public, et dans le développement de ses idées. Et je vois bien que il est possible que la séquence ait été pensée d'ailleurs de manière globale par la cellule communication de l'Élysée. Pardon, mais il parle. Il parle et moi j'ai trouvé ça rance. J'ai pas trouvé qu'il y avait de vision. Vous avez trouvé ça quoi? Rance. J'ai trouvé que ça sentait la naphtaline. J'ai trouvé ça vieux. Bon. J'ai pas trouvé qu'il y avait de vision d'avenir. Elle est où la vision pour le pays? Elles sont où les réformes? Même chose avec McFly et Carlito. Ils parlent. Oui. Mais dans un entretien, on parle. Hein, je suis désolé. Ouais. Tant qu'à faire, on propose des choses. Non, mais on propose des réformes. Je ne crois pas que Éric Fotorino pourra peut-être vous répondre, mais je ne crois pas qu'il a voulu faire une interview programmatique pour 2022 ou lui demander une interview bilan de sa politique. Je crois que l'idée était plutôt ailleurs, était plutôt de faire un travail introspectif, de demander le regard de Macron sur la France, peut-être aussi de mieux comprendre le président, et je trouve qu'on comprend mieux l'homme. On n'est pas toujours obligé d'être dans la politique de l'instant et de faire l'entretien du Figaro ou de Libé. C'est autre chose, et moi j'ai apprécié. Écoutez, quand on fait une analyse où on dit qu'il y a un problème de désindustrialisation, quand on parle de FIJAC, et qu'on parle du problème des services publics, etc., c'est pas comme s'il n'y avait pas des gens qui se mobilisaient depuis des années en France, notamment depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, pour dire qu'il y a un problème dans les services publics, qu'il y a un problème dans les hôpitaux, il y a un problème dans l'éducation nationale, et qu'on est en train de perdre de l'industrie énormément par rapport à d'autres pays, comparativement par exemple à un pays comme l'Italie. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est super, très bien, un président de la République fait une analyse comme ça. Moi je suis désolée, même en tant que citoyenne, même pas en tant qu'élu, j'ai envie de lui dire, qu'est-ce que vous proposez ? Je suis désolée, j'attends pas d'un président de la République qui me fasse une fantastique analyse sociologique, territorialisée, etc. J'attends qu'il me montre des perspectives, notamment dans un moment où on a une crise économique terrible, une crise sociale terrible, et que la France n'était pas déjà dans un bel état avant la crise. Donc je suis désolée, je ne vois pas pourquoi on serait en train de s'extasier devant une analyse. Il est président de la République. Éric Fotorino, peut-être un analyste. Un dernier mot pour conclure sur cette partie? Oui, je pense ce qui est intéressant en fait à travers ce qui est dit, c'est la question de la temporalité, de la gestion du temps. Zadig, ça ne nous a pas échappé, est un trimestriel. Donc vous imaginez qu'un trimestriel, c'est pas comme un quotidien, je connais bien les quotidiens, où on peut être très réactif et surtout interroger une personnalité sur des questions d'actualité. Là, on n'était pas dans ça. Donc effectivement, ce que dit M. Deray, c'est exactement j'allais dire, l'état d'esprit qui m'a conduit à l'interroger, c'était de nous sortir de l'actualité et d'avoir une analyse structurée de son regard après les Gilets jaunes et avec la pandémie. Donc, si vous voulez, c'était pas le lieu, je trouve, d'annoncer des réformes ou de dire on va faire ça pour les impôts, on va faire ça pour les territoires. C'était déjà d'avoir une vision claire
le plus clair possible de la réalité française. Et je pense que de ce point de vue-là, le contrat est rempli. Un tout dernier mot, Yves de Rais, alors. Je crois juste que là, dans les divergences qu'on peut avoir par rapport à cet entretien, vous avez simplement le regard là d'une adversaire politique d'Emmanuel Macron qui est en charge elle-même, qui est élue. Et puis moi, je suis journaliste et c'est vrai que j'apprécie le travail qui a été fait aussi et la manière dont cet entretien a été conduit. Donc voilà, je crois que c'est aussi ça qui fait qu'on n'a pas tout à fait la même perception de cet entretien. Merci Éric Fotorino d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir accueilli favorablement même des critiques sur cette interview. Merci beaucoup. On avance un petit peu dans ce match. Il nous reste quelques minutes. On va reparler des élections régionales pour revenir sur le dernier sondage, enfin l'un des derniers, il y en a beaucoup, celui d'Harris Interactive pour ce qui est des Hauts-de-France. On a un Xavier Bertrand qui semble confirmer son avance. Il va tout droit vers un deuxième mandat. 35% des intentions de vote, a priori. La liste du Rassemblement national, 30%. La gauche unifiée qui obtiendrait 19% des voix. Et la République en marche qui plafonne donc, a priori, à 11%. Ce qui semble montrer l'effet très limité de l'arrivée d'un Éric Dupond-Moretti, Yves de Rais. Oui, ça semble. Maintenant, il faut attendre un petit peu parce que l'arrivée est nouvelle, le sondage est là, la campagne, les moments de la campagne vont arriver, donc on verra. Mais on ne fallait peut-être pas non plus s'attendre à des miracles de Éric Dupond-Moretti, qui d'abord n'a pas beaucoup d'expérience politique, qui a commis, je pense, quelques maladresses dans certaines attaques contre le Rassemblement national, qui sont un peu datées. On sait qu'elles ne marchent pas. Cette diabolisation un peu premier degré, elle ne fonctionne pas depuis longtemps. Elle fonctionnait déjà plus depuis Jean-Marie Le Pen, donc encore moins face à Marine Le Pen, qui ne donne plus beaucoup de prise à cette diabolisation. Elle fait tout pour vraiment être dans les clous, un peu sur la plupart des sujets, même si elle continue à défendre un programme, une vision de la France, pour le coup, là, qui n'est pas la même que celle dont on parlait avec Emmanuel Macron. Elle ne dirait pas bienvenue et merci à l'immigration africaine et bravo à la Seine-Saint-Denis, on est sûr. Donc voilà, donc moi je ne m'attendais pas à ce que ça révolutionne les choses. Après, je pense que vous allez peut-être un peu vite quand on annonce d'ores et déjà la victoire de Xavier Bertrand à partir de cette enquête. On est quand même pas très loin de la marge d'erreur. Quand il y a 5 points entre lui et le RN, il faut quand même faire attention. Il y a des candidats qui sont assez loin derrière, mais il y a une campagne qui arrive. Je ne sais pas si tout est joué. Prudence, Aurore Laluc, cette gauche unifiée, environ à 19% des voix. Vous êtes satisfaite? Vous vous dites que ça marche, la gauche unie? On ne peut pas être satisfait de l'état de la gauche dans le pays. Non, là, de ce chiffre, dans les Hauts-de-France, 19%. Et de ce chiffre-là, non. Après, effectivement, on est sur des sondages. Non, on aimerait bien que ce soit bien mieux, évidemment. Après, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Et là, on peut prendre le cas des Hauts-de-France, mais sur l'ensemble du pays, il y a une bataille culturelle à gagner. Déjà, ça commence par ça. Et puis après, il va falloir... Une bataille culturelle? C'est-à-dire qu'on voit très bien la façon dont ces dernières années, il y a eu une bataille culturelle qui a fait que le néolibéralisme, quelque part, a gagné. Il y a plein d'éléments de langage, d'un point de vue économique, qui sont passés comme ça, comme une espèce de fait stylisé, comme une espèce de vérité. Il y a trop d'impôts en France, il y a trop de fonctionnaires, il faut absolument s'en primer. On ne pouvait pas parler de la dette sans dire qu'il fallait, à l'époque, avant crise, sans dire que le pays était gravement endetté. Tout ça, c'était des contre-vérités absolues. Voilà, mais petit à petit, ça a fonctionné, ça a marché. Mais la gauche aurait pu contrebalancer avec d'autres éléments de langage qui seraient venus dire autre chose. Pourquoi ça n'a pas pris? Mais je pense qu'à un moment, dans ma vision des choses, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que face à cette espèce de contre-révolution néolibérale qui a commencé, qui a été très brutale, faut se rappeler qu'on est dans les années fin 70, on est dans le keynésianisme, et puis tout d'un coup, Margaret Thatcher, Reagan arrive au pouvoir, les think tanks ont travaillé bien à l'avance pour proposer des mesures néolibérales, parce qu'elles ne sont pas libérales, j'insiste là-dessus, et tout se retourne très rapidement, et on entre dans une nouvelle ère, libéralisation de la finance, privatisation, etc., etc. Donc ça a été... Et j'ai l'impression que la gauche est retrouvée là-dedans un peu en inertie, quelque part. Non, plutôt prise un peu comme un animal dans les phares d'une voiture. Elle a été un peu tétanisée, disons, face à des éléments de langage qui faisaient chic et moderne, qui faisaient sérieux. Voilà. Et alors qu'en économie, on sait que ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc là, aujourd'hui, on est en train de revenir là-dessus parce qu'on se rend compte aussi que la misère sociale, ça a des conséquences démocratiques. Et je pense que les Américains ont eu de grosses frayeurs avec le Capitole à ce niveau-là. On est en train de s'en rendre compte. Ils en ont eu tout court avec Trump, peut-être. Ils en ont eu tout court avec Trump déjà avant. Tout à fait. On voit très bien que quand il n'y a pas d'éducation, quand il y a du désespoir, oui, ça donne certaines choses d'un point de vue politique. Donc ça agite. Et on voit qu'il y a un retour
des grandes institutions internationales qui étaient avant très néolibérales, la Banque mondiale, l'OCDE, le FMI, qui sont en train de changer totalement leur discours sur les inégalités en disant il y a trop d'inégalités, il n'y a pas assez d'investissement public, il faut revenir sur les questions fiscales, etc. Donc maintenant, à nous de porter ces idées.